Bienvenue à notre balado. Aujourd'hui, on reçoit un invité de taille qui vient nous partager un beau message d'espoir pour les PME québécoises par rapport à la transformation numérique. Surtout, il nous parle des PME québécoises en parlant de leurs forces et qu'accompagner à chaque étape, le succès de leur transformation numérique est à leur portée. Donc, viens en apprendre avec nous. Bonne écoute. Aujourd'hui, on accueille un invité tout spécial, Christophe Danjou, professeur à la Polytechnique Montréal en génie industriel depuis janvier 2018. Donc, après avoir complété ses études d'ingénieur et de doctorat à l'Université de technologie de Compiègne en France sur des sujets reliés à l'amélioration continue et à la maîtrise des processus, il a rejoint le Québec en décembre 2015 pour entamer un postdoctorat à l'ETS à Montréal. Au cours de son postdoctorat, il a eu la chance d'être l'un des premiers de la province à étudier la transformation numérique. Au cours de ses travaux, avec Louis Rivet et Robert Pellerin, il a été le rédacteur principal du premier ouvrage de référence qui se voulait être un guide pour les PME québécoises. Aujourd'hui, il consacre ses efforts pour étudier l'opérationnalisation de la transformation numérique afin de permettre aux PME de poursuivre leur virage numérique. Entre autres, en tentant de définir le chemin le plus court pour une transformation numérique réussie. Bienvenue parmi nous, Christophe. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Jonathan, Marie, pour votre accueil. Ça me fait plaisir également d'être là et puis de discuter de ces sujets-là. Génial. Bien, on saute directement dans le vif du sujet. On commence souvent le balado en parlant de la vision de l'industrie 4.0 qu'a notre invité. Donc, je te pose la question. Quelle est ta vision de l'industrie 4.0? Vaste question. Déjà, si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien qu'on ne parle pas de 4.0, pas de 5.0, mais juste de transformation numérique. On s'entend là-dessus. Nous aussi, on utilise ce terme. Parfait. Effectivement, la transformation numérique, c'est, je dirais, à l'instar de tout ce qui était amélioration continue, tout ce qui a été Six Sigma, tout ce qu'on a vu en fait dans le passé. Je le vois beaucoup plus comme une stratégie, en fait, comme cette capacité d'aller chercher quelque chose en plus, quelque chose qu'on n'a pas encore. Et puis, grâce aux technologies, on va dire qui sont peut-être plus disponibles, qui sont peut-être plus abordables aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 10 ou 15 ans. Donc, effectivement, j'aurais tendance à dire que c'est cette capacité à aller chercher un avantage pour transformer notre modèle d'affaires, pour être capable d'aller, on va dire, d'aller chercher ce petit plus qui va nous permettre de nous démarquer de ce qui se passe ailleurs. Donc, si je résume un peu, ça serait de prendre des actions qui te permettent d'aller chercher un avantage selon tes propres objectifs à toi. Effectivement, dans ma vision, il n'y a pas un État 4.0 ou un État dans lequel il faut être. Là, si on peut donner parfois des certifications et puis dire qu'on est plus avancé que d'autres, il n'y a pas réellement de points à atteindre. Ça dépend vraiment de l'objectif qu'on veut avoir, ça dépend du modèle d'affaires de l'entreprise, ça dépend de là où on veut aller, puis ça dépend aussi de là où on est aujourd'hui. Puis l'idée, c'est d'aller chercher le plus rapidement possible le point vers lequel on veut aller. Et pour ça, on a des moyens, on a des technologies qui sont beaucoup plus disponibles, beaucoup plus abordables. Traçabilité, être capable de jouer avec éventuellement les données qu'on a. Tout ça, ça doit faire partie d'une stratégie globale. C'est pas juste mettre de la technologie pour la technologie. Ça ce serait une aberration là, pour toute personne qui sait de ce qui se passe sur un plancher de production. On ne met pas de la technologie pour la technologie. On va vraiment chercher ce qui nous intéresse. Et la technologie vient en support. Oui. Nous, on dit souvent la technologie, ce n'est pas la solution, mais c'est le moyen d'atteindre l'objectif visé. Clairement, c'est déjà ce qu'on voit sur les planchers de production. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher la dernière machine, le dernier centre d'usinage parce que ça fait juste bien. Si celui qu'on a fait très bien ce qu'on veut faire, pourquoi aller chercher autre chose? Donc, typiquement, c'est l'exemple que je donne habituellement. Génial. Là, tu as apporté que le fait que la transformation numérique, pour toi, c'est une stratégie. Donc, en fait, ce n'est pas une finalité en soi. C'est vraiment comme une ligne directrice qui va vous aider à prendre des décisions à titre d'entreprise. Mais comment les entreprises intègrent ce type de stratégie-là au sein de leur entreprise? Qu'est-ce qui éveille leur début? Là? Comment tu débutes une stratégie qui t'oriente vers ta transformation numérique?
C'est toute la complexité, c'est comment est-ce qu'on fixe la stratégie quand on ne sait pas effectivement avec quoi on peut jouer. Donc, bien souvent, ce que je conseille, c'est de se cultiver sur le sujet. Et puis notamment le rapport que Jonathan évoquait tout à l'heure en introduction. C'était ça qu'on cherchait à faire en 2015-2016, c'était donner aux dirigeants les capacités de savoir ce qu'il y avait derrière. Donc, comprendre ce qu'on peut faire, puis après, c'est effectivement ce qui va nous permettre d'aller chercher là où on veut aller. Enfin, en tout cas, si on sait là où on veut aller, c'est ce qui va nous permettre d'y aller. Mm-hmm. Oui, je pense que la mission du gym numérique, c'est un peu ça aussi, c'est d'outiller, d'informer, on peut dire aussi éduquer sur informationnellement l'entreprise pour être capable de prendre des meilleures décisions et orienter ainsi sa stratégie selon, comme tu l'as dit, leur objectif, leur avantage concurrentiel. Je dirais que tout ce que vous avez fait là sur les 40 premières vidéos là, que j'avais regardé, effectivement, c'était très intéressant. Puis pour compléter, je dirais qu'il y a plein d'acteurs partout sur le territoire qui sont capables d'aider ou d'accompagner, on va dire, sur la transformation numérique. Moi, je connais surtout sur la région de Montréal, mais je crois que sur Trois-Rivières, vous avez, Drummondville, vous avez le SNIMI qui a cette vocation-là. On a les 4 centres d'expertise là, qui sont répartis de manière générale au travers du Québec. Puis on a plein d'organismes parapublics qui accompagnent effectivement les entreprises qui souhaitent y aller. Donc il y a de quoi faire, le terrain est là, les outils sont là. Il faut vraiment aller les chercher. Oui. Dans notre dernier balado, on a parlé de s'aider à s'aider. Donc, quand tu es prêt à faire ce mouvement-là, il y a énormément, comme tu l'as dit, d'organismes qui sont là pour t'aider dans toute cette transformation-là. Puis, en fait, la petite question pour revenir là, sur ce que tu disais quand tu disais se cultiver là, sur la transformation numérique, est-ce que c'est uniquement se cultiver sur les technologies ou aussi se cultiver sur les façons de faire? Oui, je dirais qu'il n'y a pas que se cultiver sur la technologie, il faut aussi voir ce que les autres ont fait. On peut s'inspirer de ce que les autres ont fait. Alors, je ne dis pas qu'il faut refaire ce que les autres ont fait. C'est 2 choses différentes. Il faut vraiment s'en inspirer, mais chaque entreprise, chaque modèle d'affaires doit réagir différemment. On peut pas faire la même chose que, je ne sais pas, à un moment, on citait des grands noms à travers le Québec comme des leaders de la transformation numérique. Mais je pense que tout ne doit pas se faire comme eux. C'est-à-dire que ça correspondait à leurs besoins, mais effectivement, pour chaque entreprise, il y a ses propres objectifs et il y a probablement une façon différente d'y aller. Fait que le one size fit all, tu crois-tu à ça? Non, j'y crois pas. Désolé, mais non, il n'y a pas de solution miracle. On trouvera pas la recette, le chemin que tout le monde doit emprunter? En tout cas, on essaye. Je dirais, on essaye de faire des feuilles de route, effectivement, pour aller dans cette direction-là. Essayer d'avoir des choses qui sont plus automatiques que d'autres, peut-être, des prérequis pour aller chercher d'autres étapes. Mais malheureusement, non, je ne pense pas qu'il y ait le même chemin pour tout le monde. Je pense que chaque entreprise a son chemin qui va lui être propre. Et je ne dis pas qu'il sera forcément facile, mais effectivement, il lui sera propre. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait l'intérêt de la transformation numérique, c'est qu'en fait, on peut tous trouver un avantage, ce que j'aime bien dire à mes étudiants, des avantages concurrentiels pour effectivement que notre modèle d'affaires puisse persister puis on puisse aller plus vite que les concurrents. Puis selon le fait que, oui, les feuilles de route, c'est intéressant, puis ça donne comme un cadre, une direction, sans que ça soit des étapes préétablies pour tous étant uniques. Chaque entreprise est unique, donc les étapes varient. Mais comme tu l'as mentionné, c'est en ciblant ton avantage concurrentiel, c'est sûr que ton parcours va être adapté au tien. Puis vu que chaque entreprise n'a pas le même objectif, c'est sûr que le one size fit all vient comme un peu nuire à ça. Mais c'est vrai que dans le discours commun, on essaie d'intégrer que tout le monde est capable, tout le monde peut le faire, tout le monde peut aller vite. Mais la réalité, c'est la rapidité d'action dépend vraiment de l'entreprise, de ses ressources, ainsi de son objectif, tu sais. Je dirais que c'est même pire que ça, parce qu'on a tous des objectifs différents, mais le point de départ aussi est différent. Mm-hmm. Et donc, du coup, effectivement, c'est ça qui rend que le fait que le chemin va être unique, c'est que ton point de départ et ton point d'arrivée ne sont pas les mêmes. Donc déjà, par défaut, calquer la stratégie sur quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément la meilleure réponse. Donc déjà c'est la première chose, effectivement, que je te dirais, c'est on a des chemins qui sont différents. Puis comment tu aides les entreprises à cibler leur point de départ? Parce qu'effectivement, ils n'ont pas tous le même point de départ. Mais comment arriver dans une entreprise puis être capable de dire, mais gars, vous situez à peu près ici, il vous manque, nous on parle beaucoup de préalable,
Ces préalables-là vont être un avantage pour vous dans le futur. Comment vous faites pour démêler un peu l'état des lieux d'une entreprise? Alors, pour ça, on a des outils qui nous aident, notamment les outils d'évaluation de la maturité numérique. Alors, même si j'aime pas le terme maturité, parce que en français, on n'a qu'un seul terme. Tu veux ouvrir le débat, là. Mais en français, on n'a qu'un seul terme, maturité. J'adore que tu dises en français parce que c'est vrai. En anglais, il y a deux termes, c'est ça. Il y a maturity et readiness level, qui sont deux choses en fait qui sont pour moi totalement différentes. La maturité, c'est la capacité à prendre les bonnes décisions, capable d'aller dans le bon sens. Et puis il y a le readiness, qui est vraiment cette capacité à être prêt pour engager la transformation. Et c'est plus là où, quand tu parlais de préalable, effectivement, le readiness, pour moi, c'est beaucoup plus les préalables, les prérequis. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait mis en place pour pouvoir avancer. Donc, effectivement, on a ces outils de maturité pour répondre à la question. Et effectivement, ces outils sont intéressants parce qu'au-delà du score, il y a beaucoup d'outils qui vont vous donner des scores. Là. C'est pas ça que je retiens. 2,44. Ouais, c'est ça, 2,44. C'est comme ton GPA, c'est ça? Oui, quand même plus haut, d'accord. Allez, 3,44. Non, je suis à 4. OK, parfait. Non, mais effectivement, c'est comme la moyenne globale. Je veux dire, c'est un score, puis ça reflète en rien la capacité à être prêt pour aller plus loin. Ce qui compte, c'est vraiment l'analyse qu'on fait avec ça. Savoir où on est, savoir ce qui manque. C'est des questions qu'on se pose là. Il y a eu beaucoup d'outils qui ont été développés sur les, je dirais, peut-être 10 dernières années, où on sort un score, puis en fait, on s'aperçoit que c'est pas ça qui compte. Non. Quand les gens accompagnent les entreprises, ils récupèrent le score, mais le plus important, c'est toute l'évaluation qu'ils ont faite avant. Exact. Toute l'analyse de « OK, voici ce qu'on retrouve, voici ce qui pourrait manquer pour aller atteindre ça ». Donc, c'est effectivement, je dirais, le point clé, c'est que ce n'est pas le score d'évaluation de la maturité, c'est bien pour se comparer, c'est bien pour trouver les exemples qu'on veut montrer, mais la finalité, ce n'est pas ça. Le but d'évaluer, c'est de comprendre ce qui se passe. Parce qu'à partir du moment où on a compris ce qui se passait, on est capable d'aller chercher les étapes d'après, surtout si on sait là où on veut aller. On mesure l'écart et puis du coup, on est capable d'y aller. Puis c'est ça un peu aussi qui est... on va en parler un peu, là, justement, tu as fait allusion au CEI puis au CNIMI, entre autres. Donc, pour placer les gens, là, les CEI, c'est les centres d'expertise industrielle. Et le CNIMI à Drummondville est un des 4 CEI. Puis c'est une des choses, justement, là, qu'on priorise. Nous, je devrais dire nous, mais plutôt le CNIMI qui priorise, c'est d'aller identifier les opportunités technologiques qui vont permettre d'atteindre un objectif. Puis là, c'est ça. Il n'y a pas de score qui est livré à l'entreprise. On ne donne pas de pointage. Là. Le but, c'est simplement de maximiser l'atteinte de ça. Là. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui s'orientent comme ça aussi. Là. Oui, c'est ça. Actuellement, nous, on a un projet. Alors, je ne peux pas dire avec qui, parce que vous comprendrez qu'on ne peut pas exposer nos partenaires. Mais effectivement, on a un projet en cours sur le développement d'un nouvel outil de maturité numérique. Donc, on voit déjà que les questions ont beaucoup évolué sur les 10 dernières années. Là où avant, on demandait est-ce que vous avez des postes informatiques sur le plancher de production ou est-ce que vous faites un backup de vos données? C'est des questions qui aujourd'hui sont presque désuètes parce qu'on a la réponse oui à chaque fois ou quasiment à chaque fois. Mais là, effectivement, on va chercher d'autres choses. On essaie de regarder un petit peu plus les compétences numériques. Comment est-ce qu'elles sont intégrées en fait, dans cette évaluation? Parce que ce n'est pas juste la technologie, c'est aussi est-ce que les personnes qui sont là sont capables de faire le passage avec plus de technologie? Est-ce qu'elles ont les compétences? Est-ce que si elles ne les ont pas, est-ce que l'entreprise va les former? Ou est-ce qu'on va les recruter à l'externe? Donc, en fait, effectivement, c'est ce genre de choses-là qu'on essaye d'intégrer dans les outils d'évaluation de la maturité. Et puis nous, ça va nous permettre d'aller chercher derrière, en tout cas c'est ce qu'on rêve d'avoir, une feuille de route, on va dire un peu plus automatisée. On va essayer de donner des premières pistes de réponses. Les questions ne sont pas du tout fermées comme ce qu'on a l'habitude d'avoir, où on demande un chiffre, on demande un oui-non. On essaye d'avoir beaucoup plus de gradations. Les réponses sont beaucoup plus larges, justement pour essayer d'aller trouver un chemin qui serait peut-être les premières pistes, ou en tout cas les grandes lignes de comment est-ce qu'on y va. Puis après, pour accompagner les entreprises, ce serait probablement plus rapide. La rumeur veut que l'apéro va être bon ce soir. Beaucoup de discussions hors enregistrement. Mais là, je veux qu'on revienne sur ta différenciation du readiness et de la maturité. Effectivement, en français, si on traduit mot pour mot le mot readiness, ça veut dire préparation, mais on ne l'utilise jamais dans le courant des phrases. On dit tout le temps maturité, ta maturité numérique, ta maturité d'entreprise, etc.
Quand on parle de la phase de readiness, on parle justement de la phase où il y a les prérequis, les préalables, etc. Dans tes expériences, est-ce que tu serais capable de nous nommer quelques-uns des prérequis qui sont on sait déjà qu'il n'y a pas de parcours établi qui est exactement le même pour chaque entreprise, mais y a-t-il des préalables comme ça qui reviennent comme étant des facteurs de succès pour chaque entreprise? Oui, alors, si tu me permets, je vais revenir beaucoup plus simple. Je te dirais que la technologie ne va pas révolutionner les processus. Non. Ce qu'on fait déjà bien, ça va continuer à être bien. Ce qu'on ne fait pas bien, malheureusement, les problèmes, on va juste les voir un peu plus apparaître. C'est un peu comme quand on faisait de l'amélioration continue, du lean. Les problèmes qu'on avait, une fois qu'on diminuait les stocks, qu'on était en train d'alléger les processus, on voyait plus les problèmes ressortir, alors qu'ils étaient déjà là et puis ils sont toujours là. Donc je dirais que la technologie ne va pas permettre de résoudre les problèmes purement de processus. Ça va nous permettre d'aller chercher plus d'informations, on va mieux les maîtriser. Mais si les processus sont tout croches, là, ils vont rester croches. C'est un fait. Dans un premier temps. Après, effectivement, on peut aller chercher des solutions. Mais pour en venir à ta question, il faudrait déjà que les processus effectivement soient fonctionnels, qu'on ait tout qui soit en place. Et effectivement, après, on peut imaginer mettre en place des étapes de transformation numérique. Mais il faut déjà bien connaître ce qui se passe. Puis ce qu'on fait bien déjà, ça continuera à être bien. Ce qu'on fait moins bien, on peut les améliorer, mais ce n'est pas forcément grâce à la technologie. Les problématiques de génie industriel restent les problématiques de génie industriel. Et puis, on ne va pas révolutionner ça du jour au lendemain. Donc, tu serais d'avis de dire que l'amélioration continue est à réfléchir avant la transformation numérique? Oui, effectivement. C'est globalement, on va dire, tout ce qu'on a fait les 20 dernières années, ce n'est pas acheté. Là, il faut continuer à avoir des processus qui sont propres, à avoir des processus qui sont lean. Effectivement, maîtriser sa qualité, c'est des choses qui vont rester. Les outils de transformation numérique vont nous permettre d'avoir plus d'informations. Avec la connectivité, le numérique, on va avoir plus d'informations. On va être capable de remonter plus de données de ce qui se passe sur les processus. Mais si mon processus est, je vais mettre des guillemets là, à ma parole, est poubelle, ça va rester poubelle même si je mets... On va le voir. Exact. On va le voir encore plus, mais ça ne changera pas grand-chose. Puis il y a eu des mémoires, là, enfin moi j'en ai évalué en tout cas, qui parlaient de ça, des prérequis. Oh oui? Ouais. Des mémoires qui parlaient de... On ne sait pas lequel. Moi, je vais faire attention à ce que je dis aujourd'hui parce que c'est peut-être le mien qui va tomber entre tes mains bientôt. Non, mais c'est ça, il y a des mémoires, pas juste le tien, mais il y en a d'autres effectivement qui cherchent à établir quels sont les prérequis avant d'aller sur la transformation numérique. Et effectivement, c'est toujours intéressant de voir qu'on se pose la question, c'est quoi le bon point de départ? Ouais. Et puis ça, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bon point de départ. C'est les meilleurs processus qu'on aura, c'est ceux avec lesquels on aura le plus de facilité à travailler parce qu'on aura de la stabilité, puis on aura de la répétabilité. Mais des fois, il y a des aléas de production, puis c'est ça justement qu'on vient tracer avec cette capacité à prendre de la connaissance du processus, la connectivité. On est capable de voir ces aléas, on est capable de comprendre les phénomènes, de voir s'ils se répètent. Et donc, c'est là où on peut aller chercher des gains. Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas de parcours préétabli pour tous, puis il n'y a pas non plus de point de départ unique pour tous. Non, tout le monde, en fait, oui, tout le monde a son propre point de départ qui est unique, puis ses actions vont être en conséquence. Mais l'important, en fait, puis on le répète souvent, nous, avec le gym numérique, c'est commence. Tu sais, fais tourner la roue, puis avec ça, prends des décisions qui sont bonnes pour toi en ayant ciblé ton objectif concurrentiel, mais au moins, avance. C'est ça, il faut commencer. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Alors, l'avantage, c'est, tout à l'heure tu le disais, puis j'avais perdu mon point, on peut y aller progressivement. Sur la transformation numérique, on n'y va pas massivement, on ne dit pas « Allez, c'est parti, je connecte toute mon usine, puis je récupère des terras de données en un mois ». Non, ce n'est pas ça le but. Toujours la même problématique. Où est le problème? Qu'est-ce qu'on veut savoir? La technologie ne va jamais résoudre le problème pour nous. Elle va juste nous permettre d'aller chercher plus d'informations, d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Mm-hmm. Mais c'est la seule chose que ça fait. C'est les technologies du numérique et de la connectivité. Là, quand on parle d'industrie 4.0, de transformation numérique, c'est à ça qu'on fait référence. Mm. On n'a rien qui analyse tout seul les problèmes. Il n'y en a pas un robot qui se balade et qui dit là, il y a un problème, là, il y a un problème. Ça, ce serait génial, mais malheureusement, ça n'existe pas encore. Ou en tout cas, je ne suis pas au courant si ça existe. Mais c'est ça. Le point de départ, c'est il faut comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut que ça tourne. Si ça ne tourne pas, c'est compliqué. Mais j'aimerais ça faire du pouce là-dessus parce que
j'ai passé plusieurs années dans le privé avant de m'en venir dans la recherche. Puis je dirais que je n'ai pas encore déposé, je n'ai pas encore terminé ma maîtrise, mais reste que la chose que ça m'a le plus apporté à date, la recherche, c'est l'importance de bien comprendre la problématique, de bien comprendre le problème. Puis j'ai l'impression que des fois, autant sur le marché du travail ou les entrepreneurs, on est souvent poussé à « faut une solution maintenant, faut faire ça vite, faut faire ça vite, faut faire ça vite ». Mais j'ai l'impression que des fois, faut comme tu disais, faut être capable de prendre le temps, de prendre un petit peu de recul puis de dire « OK, qu'est-ce que je veux résoudre comme problème exactement? Qu'est-ce que je veux améliorer? » Parce que j'ai l'impression que des fois, on va trop vite puis on finit par... Si on s'en va dans un mur, on va juste y aller plus vite. Ouais, ça prend des dirigeants qui sont inspirés, qui sont éclairés, je dirais. Le modèle qu'on avait regardé un petit peu, c'est clairement, c'est pas les gens qui sont tout en haut qui vont qui vont être acteurs de cette transformation, mais c'est pas non plus les gens qui sont en bas de la pyramide qui vont être 100% les acteurs. Il y a forcément des gens au milieu qui vont devoir faire le lien entre la volonté de la direction, qui doit comprendre ça, et puis les gens qui sont plus opérationnels, qui eux vont être des acteurs, qui vont la mettre en place, qui vont la vivre. Et ça prend des gens qui ont ce temps pour être capables de réfléchir, de voir quelle est la stratégie, comment est-ce qu'on va la mettre en place. C'est un peu une temporisation entre, d'un côté, une direction qui voudrait avoir des résultats rapidement, et puis les gens qui sont plutôt du côté opérationnel, qui diraient « bah ouais, mais moi, j'ai pas le temps ». Ou oui, ça va pas dans la bonne direction parce qu'avant je faisais ça, maintenant je peux plus le faire. Donc ça prend vraiment, je pense, des champions, des gens qui sont capables de leader un peu cette transformation pour accompagner l'opérationnalisation et puis en même temps informer, renseigner le top management. Là. Puis ça, par exemple, si on parle du contexte des PME, est-ce que les PME peuvent toujours se permettre d'avoir cette ressource-là à l'interne? Ce champion-là, ou est-ce que des fois, justement, c'est peut-être pas là que d'aller chercher de l'aide, d'aller cogner à d'autres portes, ça peut être intéressant d'avoir cette aide-là pour faire ce rouage-là? Je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Ça va beaucoup dépendre de la taille de l'entreprise, ça va beaucoup dépendre du modèle d'affaires, ça va dépendre aussi de l'activité. Donc, est-ce que ça s'applique aux PME? Oui, il faudra toujours quelqu'un qui prenne le temps de réfléchir. Ça, c'est sûr. Alors que ce soit plus vers le haut, plus vers le bas, plus au milieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra, à mon avis, quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir à comment on va le faire, comment on va le mettre en place, comment ça va se passer, et puis qui est aussi capable à un moment de dire « Attention, ça, ce n'est pas la bonne direction ». Parce que si on part trop loin dans une mauvaise direction, ça peut être compliqué. Donc, si l'accompagnement doit être fait par une personne interne, une personne externe, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le temps de réfléchir à ce genre de choses pour toujours peser est-ce que ça va être une bonne chose, est-ce que ça va être une moins bonne chose. Et si la personne s'aperçoit que ça ne part pas dans la bonne direction, effectivement, être capable de réagir sur la stratégie. Nous aussi, dans une de nos capsules, on avait adressé l'imputabilité du projet, avoir quelqu'un d'imputable, donc, comme tu l'as dit, un champion, un responsable de projet qui n'est pas obligatoirement le dirigeant, mais qui est en charge, puis qui a ça dans sa liste de choses à faire, en fait, d'être en charge de ce projet-là de transformation numérique, puis de s'assurer qu'on est toujours dans la bonne direction, qu'on prend les bonnes décisions, puis surtout qu'on en prend des décisions, qu'on ne laisse pas juste les décisions sur la table. J'aime le mot champion parce que c'est lui qui va venir faire la différence du succès du projet. Puis je pense que dans les PME, puis Jonathan, j'ai adoré ta question parce que moi aussi, je me disais, si c'est pas en haut de l'échelle, puis c'est pas en bas de l'échelle, qui se retrouve au milieu de l'échelle dans les PME? Mais je pense que c'est pas important où dans l'échelle tu te situes, c'est est-ce que c'est toi le champion du projet? Est-ce que c'est toi le responsable? Puis est-ce que c'est toi qui est imputable du succès du projet? Ainsi, c'est juste avoir... En fait, c'est nommer quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en charge? C'est ça, quand je disais que c'était au milieu, c'était juste pour dire que les dirigeants n'ont souvent pas le temps de penser à ce genre de choses et que les gens qui sont du côté opérationnel, eux, ils ont des tâches au jour le jour et ils n'ont pas le temps, on va dire, ils n'ont pas ce qui nécessiterait ce temps de réflexion pour être capable de dire « Ok, ça c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose ». Donc, c'est pour ça que je disais au milieu, puis au milieu est assez flou. C'est sûr, c'est une personne qu'il faut trouver dans l'entreprise qui a cet esprit ouvert, qui a envie de découvrir des choses, qui a à cœur son entreprise aussi, qui veut la faire progresser
et qui va voir les avantages à aller vers cette transformation numérique. Mais en même temps, il faut que ce soit aussi quelqu'un qui soit connecté aux objectifs de l'entreprise, parce que c'est pas juste faire la transformation pour faire la transformation, il faut le faire dans un but. C'est comment est-ce qu'on veut faire évoluer le modèle d'affaires, oui ou non. Si les dirigeants n'ont pas le souhait de le faire, s'ils ne supportent pas cette transformation numérique, malheureusement, il y a peu de chances que ça soit un succès. Puis j'ai peut-être un exemple de ça, mais là, c'est à discuter parce que dans le fond, j'ai eu une visite d'entreprise la semaine dernière et il y avait plusieurs personnes impliquées dans différents projets. Des fois, ce n'était pas nécessairement, par exemple, un directeur général, mais ça pouvait être un directeur de production, un directeur de maintenance, un superviseur, etc. Mais à chaque fois qu'il parlait d'un projet, il y avait toujours une personne dans l'équipe qui disait « Ah, mon projet d'implantation d'un robot soudeur, mon projet d'amélioration de la gestion de l'inventaire. » Est-ce que c'est nécessairement une seule personne ou ça peut être plusieurs personnes, en autant que pour chaque projet, il y a quelqu'un qui s'approprie le projet et qui en prend la responsabilité? Je pense que tu vas encore une fois pas aimer ma réponse, mais je te dirais qu'il n'y a pas de modèle unique. Ça va vraiment dépendre de la culture de l'entreprise. Ça va vraiment dépendre de la taille aussi. Si on me parle d'une entreprise de 50 personnes ou de 450 personnes, ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas les mêmes présences, il n'y a pas le même nombre de personnes non plus. Donc ça va beaucoup dépendre, je pense, de la structure de l'entreprise. Mais en tout cas, il faut y penser, à savoir qui vont être les leaders de ces projets ou même du grand projet de transformation numérique. Mais ça prend des gens qui ont la volonté de faire évoluer les choses, ça c'est certain. Mais tu dis que la réponse ne plaira pas, mais je trouve ça un peu décomplexant aussi de se dire, même si c'est quelqu'un qui m'a dit dans une conférence, il faut absolument que tu aies une personne qui soit nommée responsable de la transformation numérique, ça se peut que pour ton entreprise, ça soit quelque chose de différent, puis c'est correct si ça fonctionne. C'est un peu ça aussi. C'est un message encourageant, puis en même temps, j'ai pas de réponse à dire c'est comme ça qu'il faut faire, puis c'est comme ça que vous allez réussir. Donc c'est plus peut-être moi qui suis pas satisfait de ma réponse. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire. Il y a plein de bonnes façons de faire. Puis on n'est pas là pour trouver la meilleure. On est là pour trouver celle qui va correspondre au modèle d'affaires de l'entreprise, qui va correspondre à la culture de l'entreprise, qui va être capable de s'insérer en fait dans la continuité de ce que l'entreprise sait faire. Puis par rapport aux ressources aussi, tu l'as bien dit, Jonathan, ça se peut qu'il y ait besoin d'avoir plus qu'une personne sur le projet parce que c'est beaucoup de projets qui roulent en même temps parce qu'il y a énormément de ressources. Puis ça se peut que ça soit juste une personne en tête de projet parce qu'un projet est suffisant puis que les ressources sont seulement ça. On va prendre une petite pause sur ce sujet puis on vous revient rapidement. Ce balado est présenté par le Centre national intégré du manufacturier intelligent et vous souhaite une bonne écoute. On est de retour suite à cette courte pause. Comme on vous l'a mentionné, Christophe est professeur à la Polytechnique de Montréal et donc dans sa charge, il y a bien sûr un volet de recherche. On voulait prendre le temps avec toi d'un peu faire l'état des lieux de tes recherches actuelles. Wow, vaste sujet. Question super, super précise. C'est ça. Comme tu le disais en introduction, effectivement, j'étudie beaucoup tout ce qui est opérationnalisation de la transformation numérique. L'idée, c'est d'aller chercher les technologies, comment est-ce qu'elles peuvent apporter un avantage en fait, à nos PME. Je pense qu'effectivement, c'est notre mission. On a le temps d'explorer ce genre de choses. On a les projets pour étudier ce genre d'impact qu'ont les technologies. Et donc, du coup, effectivement, c'est ce sur quoi je me concentre la plupart du temps, excepté le projet dont je parlais tout à l'heure, plus sur la stratégie, le développement de cette feuille de route et ces outils d'évaluation de la maturité numérique pour essayer d'aller construire les feuilles de route. L'idée, c'est vraiment d'aller regarder les technologies et voir quels impacts elles ont, quels avantages est-ce qu'elles peuvent apporter à nos PME. Je pense que c'est globalement notre mission. En faisant de la recherche appliquée en génie industriel, on applique toujours ça in fine à nos PME, à nos entreprises. Donc effectivement, c'est ça qu'on cherche à faire. Puis pourquoi les PME en particulier? Je dirais que les grands groupes, ils ont souvent des équipes qui sont déjà constituées. Ils ont une force de travail, de développer en fait des choses beaucoup plus facilement que des PME. Les PME, dans mon esprit, puis de ce que j'observe, sont peut-être plus fragiles ou en tout cas sont peut-être plus à risque. Moins de financement, moins de ressources. Donc un échec, ça pourrait être assez dramatique. Surtout si on fait des investissements qui représentent la moitié du chiffre d'affaires, ça peut être assez conséquent. Donc
dans mon esprit, effectivement, les accompagner, les aider, leur dire, voilà, attention, sur ces technologies-là, vous pourrez juste avoir ça, parce que si vous allez jusque-là, ça va vous prendre tout ça. Déjà, ça permet de limiter un petit peu le risque. Tout à l'heure, on parlait de prérequis pour certains moves. Je dirais qu'effectivement, sur certaines technologies, il y a du risque. Si on ne sait pas comment y aller, ça peut être problématique. OK. Donc, c'est vraiment aller démocratiser un peu les technologies selon les avantages concurrentiels que les PME pourraient avoir. Oui, c'est ça, parce que si on écoute les vendeurs de solutions de technologie, il y en a plein. C'est toute la meilleure. Et c'est toutes les meilleures. Effectivement, quand on regarde pour connecter des machines, connecter des systèmes, il y a des solutions qui existent. Il y en a plein aujourd'hui. Quel est le meilleur protocole, quelle est la meilleure façon de le faire? Il n'y a pas de bonne réponse. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut faire. Et puis, ça va s'inscrire dans une stratégie, encore une fois. Je reviens toujours à ce mot stratégie. Mais qu'est-ce qu'on va aller chercher derrière? Est-ce qu'il y a un coup d'après ou il y a 2 coups d'après? Effectivement, ça peut avoir un impact. Puis, vas-y, Jonathan. Oui, juste pour vous mettre quelque chose de concret là, sur ce que tu viens de dire, si je prends l'exemple de l'intelligence artificielle par rapport à ce que tu as amené, est-ce que ça implique, par exemple, tu parlais d'une technologie qui va donner des bénéfices, mais il faut peut-être des choses en amont. Mais là, dans ce cas-là, avec l'intelligence artificielle, est-ce que, par exemple, on en parle beaucoup ces temps-ci, là, est-ce qu'il faut avoir une maturité dans l'acquisition des données, dans la gestion des données? Est-ce que c'est quelque chose de magique? C'est-tu la solution miracle? Je ne sais pas si c'est la solution miracle. C'est sûr que depuis novembre 2022, là, puis l'avènement de ChatGPT, ça a propulsé l'IA au devant de la scène. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde se sont intéressés à l'IA. Tout le monde a cru pouvoir jouer avec l'IA puis devenir un expert en IA. C'est sûr qu'avant d'aller traiter les données, avant d'être capable de trouver des phénomènes, il faut avoir ces données. Puis la plupart du travail, avant de les traiter, c'est de préparer les données. Quand on enregistre des choses, on peut enregistrer plein de bruits, plein de choses qui sont pas utiles, pour au final avoir une information qui va être utile. Mais noyés dans la masse, on les a pas forcément. Je ferai un parallèle, c'est comme si dans une pièce, puis vous écoutez une conversation, vous écoutez le brouhaha global, puis il n'y a qu'une seule conversation qui vous intéresse. Ouais. Il faut aller chercher cette conversation, il faut savoir qui on est en train de tracer. Donc effectivement, la même chose pour les données. Dire qu'on fait de l'IA, oui, on peut lancer plein d'algorithmes, on peut faire des études sur ces données, mais si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne le trouvera pas. Puis pour savoir ce qu'on cherche, il faut savoir c'est quoi notre objectif. C'est ça. Parfois, on peut trouver des choses qui paraissent logiques. J'ai un collègue là, en IA qui me raconte souvent cet exemple. Dans un stage ou dans un projet, ils étudiaient une ligne de fabrication de voitures. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à travers les données, ils ont trouvé que tous les modèles noirs prenaient plus de temps à fabriquer que les autres modèles. Est-ce que vous savez pourquoi? J'ai déjà entendu cette histoire-là, mais là, en ce moment, j'ai pas la réponse. Le temps de séchage de la peinture? Non, absolument pas. Ça n'avait même pas rapport avec le fait que c'était noir. C'est juste que les limousines sont habituellement noires. Sauf qu'une limousine, c'est une voiture qui a plus d'options. Donc, naturellement, le temps de process était plus long. Vous voyez? Comme quoi, des fois, on peut trouver des phénomènes à travers les données qui ne sont pas réellement significatifs parce qu'il nous manque juste un bout de l'histoire. Souvent, les gens vont enregistrer des terras de données, mais ils n'enregistrent pas les aléas de production. Donc, on est capable de dire le 14 novembre, il s'est passé quelque chose. Mais quoi, on ne sait pas. Mais quoi, on est incapable de le dire. Fait que finalement, dans ce cas-là, c'était pas la couleur qui était vraiment le paramètre important, mais le type de voiture. C'est ça. Il y avait plein d'autres paramètres en fait derrière qui n'étaient pas visibles, mais la caractéristique principale, le point commun, c'était effectivement la couleur de la voiture. C'est bon, pareil. Comment une donnée seule parle pas. C'est ça. Il nous faut un contexte. On peut avoir toutes les données du monde qu'on veut. Si on n'a pas le contexte, on ne sera pas capable de savoir ce qui se passe. Donc, pour revenir à la question du départ, effectivement, est-ce qu'il y a des prérequis à faire de l'IA? Oui, c'est de comprendre le phénomène, comprendre ce qui se passe, être capable de l'expliquer. Puis par rapport à l'intelligence artificielle, je me questionne à savoir, c'est quoi ton opinion par rapport aux tendances? Je pense qu'avec tes recherches, tu es capable de bien identifier le profil des PME en ce moment au Québec, à où se situe-t-elle?
Puis, on entend aussi les tendances. Là, celle de l'heure, c'est l'intelligence artificielle, mais la transformation numérique fait aussi partie des tendances, etc. Comment les entreprises PME sont capables de se démêler dans les tendances? C'est compliqué. Il y a 4-5 ans, tout le monde voulait tracer toutes les données machines et faire des tableaux de bord et les afficher sur des grands écrans sur la ligne de production, éventuellement être capable de les contrôler à distance pour les dirigeants qui étaient à l'autre bout du Québec en conférence ou des choses comme ça. Ça, c'était la grosse tendance. Aujourd'hui, on est vraiment passé sur l'IA. Je pense que c'est depuis novembre 2022 où les gens ont vraiment pris conscience de l'intérêt qu'il pouvait y avoir. Et je dirais qu'on n'a peut-être pas encore assez de maturité pour être capable de pointer tout de suite du doigt en disant voilà ce qui se passe à tel endroit. Non, il y a quand même du temps de préparation des données et il faut comprendre ce qui se passe. Des fois, par exemple, si vous avez des séries temporelles, vous pouvez avoir en fait des valeurs qui sont manquantes. Par exemple, des commandes qui sont à 1 semaine, 2 semaines, puis des fois, il y a des semaines où il n'y a pas de commande. Comment vous faites? Parce que vous ne pouvez pas juste dire la valeur, elle est continue. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu un pic, peut-être que c'est redescendu. Donc, effectivement, il y a tout un travail de préparation pour comprendre les phénomènes. Puis une fois que vous avez compris ces phénomènes, ça, il faut essayer d'identifier des schémas qui reviennent en fonction d'aléas. Et pour ça, effectivement, il vous faut un historique. Là, tu disais, tu as parlé de 2 tendances qu'il y a eu. Et tu parlais de celle qui était la précédente, là, qui était l'affichage des tableaux de bord. Là, on est rendu à l'IA. Mais on est passé de l'affichage des tableaux de bord à l'IA. Mais est-ce qu'on était mature ou efficace dans la mise en place des tableaux de bord? Ou est-ce qu'on l'avait même fait? Oui, c'est un petit peu le problème, c'est que ceux qui ne l'ont pas entamé, en fait, veulent rattraper probablement ceux qui y sont déjà. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire. Mais effectivement, je peux comprendre cette volonté de rattraper son retard. Mais on n'apprend pas à courir avant de marcher. C'est le message que j'enverrai. C'est que si vous voulez apprendre à courir, d'abord apprenez à marcher, puis avant de marcher, apprenez à tenir debout. Ce sera déjà, à mon avis, des bonnes choses à faire là. Donc, je rajouterais même, apprenez à... sachez qu'en mettant des souliers, vous allez peut-être réussir à parcourir un plus grand chemin de marche pour ensuite courir. C'est s'entourer d'outils déjà très fonctionnels comme des souliers qui ne sont pas technologiques. Là. C'est juste, ils sont là, ils sont à ta portée. Oui, c'est ça. Il faut vraiment y aller étape par étape. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à la stratégie. Comment est-ce qu'on veut y aller? Puis rien ne sert de courir. Il faut partir au bon moment, puis il faut faire les bonnes choses au bon moment. Donc, qu'est-ce que tu dirais des discours un peu de peur en ce moment qui disent aux PME, vous êtes en retard, vous n'allez pas survivre si vous ne prenez pas la tendance? Vous allez crever. Je vais peut-être faire une petite critique, mais souvent on parle du taux de productivité. Et puis, j'aime pas parler du taux de productivité tout seul. Parce que quand on regarde le tissu industriel québécois, c'est pas juste un taux de productivité. Il y a des spécialités, il y a des spécificités qui font l'industrie québécoise. Si aujourd'hui ces industries se sont développées, c'est parce qu'effectivement, elles avaient un savoir-faire. Ouais. Donc ça, c'est très important. D'avoir ce savoir-faire-là, c'est une propriété, c'est ce qu'on a, c'est ce que le Québec a. Et donc du coup, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à garder ce savoir-faire et puis comment est-ce qu'on peut améliorer en fait nos processus. Mais ce qu'on sait déjà faire, on sait déjà bien le faire. Et puis ça, c'est notre force. Pourquoi est-ce que l'industrie aéronautique est très présente au Québec? C'est parce qu'on a un savoir-faire, on est capable de faire des pièces de bonne qualité avec une répétabilité et un taux de qualité qui est constant. Donc ça, c'est la force de ce qu'on est capable d'avoir dans notre industrie. Donc l'idée, effectivement, c'est de continuer à faire ça, puis d'améliorer nos processus, d'être capable de encore mieux les maîtriser, d'être capable de réduire les délais de livraison, de réduire la taille des lots, de personnifier peut-être encore plus la production. Donc c'est ça qu'on cherche à voir, et puis c'est ça, je pense, sur lequel il faut continuer à s'appuyer. Donc, il faut se concentrer sur le positif du fait qu'on a des expertises ciblées dans lesquelles on performe. Puis Jonathan le dit souvent, si tu es bon à faire des tondeuses, concentre-toi à continuer de faire des tondeuses, peut-être à meilleure qualité, à un taux plus rapide, à un coût plus faible, mais concentre-toi quand même toujours à faire des tondeuses. Tu sais. Si je peux raconter une petite anecdote qui m'avait beaucoup surpris, qui m'avait beaucoup interloqué, ça devait être en 2015-2016. On fait l'outil d'évaluation de la maturité numérique avec un patron de PME. Puis on arrive sur la case, alors entreprise manufacturière, 100% manufacturier.
Et puis, on arrive sur la case des produits intelligents. Puis, force est de constater que ils n'avaient pas de produits intelligents. Ce n'était pas ce qu'ils faisaient. Là, ils faisaient de la pièce de métal aéronautique. Puis, la personne dit, ouais, le score n'est pas bon. Forcément, parce qu'il y avait toute une catégorie où on scorait 0. Puis, je me rappelle de la réflexion des personnes de l'entreprise qui disaient, mais comment est-ce qu'on pourrait avoir des produits connectés ? Je pense que ce n'était pas la bonne réflexion qu'il fallait avoir. Effectivement, il ne fallait pas aller chercher un produit connecté, il fallait continuer à faire ce qu'ils faisaient très bien. Puis tant pis pour la catégorie produits connectés, ce n'est pas leur modèle d'affaires, à moins qu'ils veuillent le changer, mais ce n'est pas ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc, pourquoi le changer ? Ça, c'était effectivement une question, c'est quelque chose qui m'avait surpris de voir que les dirigeants essayaient d'aller vers quelque chose de différent. Puis cet exemple-là, je le cite, mais il y en a plein comme ça où on a vu des entreprises qui voulaient changer totalement leur modèle d'affaires, totalement changer ce qu'ils savaient faire pour aller vers quelque chose, pour mieux scorer, pour être capable d'être plus présent sur différentes catégories. Donc, au lieu d'être basé sur un objectif concurrentiel qui est adapté à leurs besoins, ils se créent un objectif de score, puis ça ne veut pas dire que tu avances dans la bonne direction. C'est ça. Le score ne reflète pas, c'est ce que je disais en préambule, c'est que ce n'est pas le score qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans ces outils-là, c'est de savoir où on en est puis où est-ce qu'on s'en va. Mais tantôt, là, moi, je veux juste te dire, là, tu dis une critique, là, mais je pense que ça va faire un beau petit vidéo promotionnel là, sur la productivité seule. Ça n'a pas nécessairement de valeur. Puis on dirait que c'est quelque chose qu'on s'acharne beaucoup sur ce clou-là dans les dernières années, de dire hey, on n'est pas productif, on est moins bon que l'Ontario, on est moins bon que les États-Unis, mais c'est pas nécessairement ça qui nous caractérise. Il faut pas juste se concentrer sur où on paraît mal, il faut regarder aussi où est-ce qu'on paraît bien, puis d'aller essayer de capitaliser sur ces forces-là. Mais ça va faire un beau petit segment promo, ça. J'aurais, par rapport au PME, vu que c'est quand même ton champ de recherche, est-ce que tu aurais des caractéristiques qui les définissent eux, des avantages que les PME, eux, parce qu'on parle souvent que c'est plus difficile parce qu'ils ont moins d'argent, c'est plus difficile, ils ont moins de ressources, ils sont peut-être un peu plus en retard selon la tendance actuelle. Mais c'est quoi? Les PME, c'est une mine d'or, là, au Québec, c'est ce qui caractérise pas mal notre industrie. Comment, eux, on peut dire qu'ils se distinguent et ont des avantages? Je te dirais, comme toujours, là, quand tu présentes des avantages, tu as aussi des forces. Contrairement aux grands groupes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de puissance, les PME, elles ont la réactivité. Elles sont plus petites, donc la chaîne de décision, peut-être entre le moment où on dit on y va, puis le moment où on y va, c'est beaucoup plus court. Quand on est sur des environnements de 50, 60 personnes, c'est beaucoup plus facile de répercuter quelque chose. La culture d'entreprise peut être moins compliquée à changer. Puis on a beaucoup plus de capacité à prendre une décision puis l'amener vite sur le plancher. Et donc, c'est peut-être ça, je dirais, la caractéristique principale des PME. Leur force principale, c'est qu'ils ont une capacité de réactivité qui est beaucoup plus grande que dans un grand groupe où, effectivement, il va y avoir plus de personnes à convaincre, il va falloir effectivement plus expliquer. La gestion du changement, elle va peut-être être plus complexe, alors que dans une PME, on sait, là, les gens font plusieurs choses, ils ont plusieurs compétences, ils sont à l'écoute, il y a souvent un esprit de corps, quelque chose qui est un esprit beaucoup plus soudé. Et donc, du coup, effectivement, on peut voir plus rapidement l'endroit où on veut s'en aller. Et puis, peut-être la façon de convaincre les gens aussi, peut-être plus facile. OK. Puis, à l'inverse, c'est quoi les risques qu'ils ont, qui devraient être informés pour être sûr de ne pas tomber dans le piège? Le principal piège, je dirais, c'est de penser que quelqu'un va arriver avec une solution miracle. Okay. Non. Ça, la solution miracle existe peut-être, je la connais peut-être pas, mais effectivement, on peut voir souvent des vendeurs, des gens qui vont vendre des solutions dites miracles, et malheureusement, je pense que ça n'existe pas, ou en tout cas, ça va pas faire tout ce que l'entreprise veut faire. Comme on le disait au début, il y a probablement un chemin unique avec des objectifs qui sont propres et un point de départ qui est propre. Donc, du coup, peut-être que la solution, enfin, en tout cas, ce qu'on va leur vendre, ça va faire partie d'un grand tout. Et il faut vraiment se poser la question sur l'ensemble. Quelles sont les étapes d'après, coup 2, petit coup 3, là, ou étape 2, étape 3, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que la solution qu'on vend à ce moment-là n'est peut-être pas forcément on va dire, la plus adaptée. Pareil, il y a beaucoup de gens qui vont se déclarer des experts de la transformation numérique, qui vont dire « Ok, c'est parti, je vais vous accompagner, suivez-moi, je sais tout, je vais tout vous faire ».
je pense que ça prend un peu plus d'humilité que ça. Comme tu as aujourd'hui avec nous. Mais je pense que c'est 2 bons points. Un bon point qui se définit en la solution miracle, puis l'expert qui a les solutions miracles, là, qui vient sauver le peuple. Mais la dernière fois qu'on a discuté ensemble, tu as vraiment eu un message, disons, d'espoir pour les PME. Puis je pense qu'en ce moment, au Québec, il n'y en a pas assez de ce message qui incite les PME à continuer. Tu avais bien mentionné que des petites étapes vaut plus qu'aucune étape, puis qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec nos PME. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose où on y va d'un bloc. Avant, quand vous changez de système d'information, puis on y allait, puis il n'y en avait pas le choix, on passait toute l'entreprise. Là, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment sélectionner les endroits sur lesquels on veut travailler, les petits coups qu'on veut faire. J'aime bien dire qu'il faut aller chercher les low-hanging fruits, là, pour prendre une bonne expression en français. Effectivement, l'idée, c'est ça, c'est de capitaliser rapidement en fait, sur ce qu'on peut prendre et ce qu'on peut avoir. On peut commencer à équiper, par exemple, je sais pas moi, une machine, on peut récupérer des données, puis très rapidement, on va s'apercevoir qu'on a des micro-arrêts ou on a des temps de maintenance sur cette machine-là qui sont beaucoup plus importants que sur d'autres machines. Ça va être des gains qui vont être très, très rapides parce qu'on va les voir rapidement arriver. Donc, je dirais que pour les PME, il ne faut pas penser y aller gros d'un coup. Il faut y aller un petit peu. On fait un gain, puis une fois qu'on a ce gain, on va aller en chercher un autre. J'aime bien l'idée d'y aller étape par étape pour un peu sécuriser le gain. C'est l'idée, c'est que si on sécurise ce gain-là, on va pouvoir aller en chercher d'autres. Si on va dans plein de directions, on n'est plus vraiment capable de savoir sur quoi on gagne, sur quoi on perd. Et donc, du coup, c'est là où on peut peut-être se mettre plus en danger. Donc, le message d'espoir, je dirais, c'est effectivement les PME savent faire ce qu'elles font très bien déjà. Et elles savent où elles peuvent aller chercher des gains. Puis c'est en se basant sur leur connaissance, sur leur expérience, sur ce qu'elles maîtrisent, qu'elles vont pouvoir aller encore plus loin. Puis à l'inverse, peut-être, parce que là, on parle, c'est très bien dit là, que les PME sont bonnes dans ce qu'ils font. À partir du moment qu'on met le pied dans le numérique, c'est pas nécessairement un domaine que toutes les PME ou les entreprises sont adaptées. Comment les PME ou les gens qui sont en contact avec des fournisseurs de solutions, ils peuvent, peut-être pas se protéger, mais être vigilants à savoir, OK, je suis en train de me faire vendre quelque chose qui ne me conviendra pas? Je suis dans un discours de peur ou c'est raisonnable ce qui m'est présenté? Ou c'est quoi les antidotes à la scrupule, si on peut dire? Déjà, c'est de ne pas signer tout de suite. C'est bon, ne signe rien. On signe rien. Non, mais sérieusement, je dirais qu'aujourd'hui, il y a des ressources à travers le Québec. Les instances publiques, le gouvernement a fait ça bien. Ils ont mis des ressources à travers tout le territoire. Je pense notamment au centre d'expertise dont on parlait tout à l'heure, le STIMI en fait partie. Ouais. On a aussi des organismes parapublics qui sont là pour accompagner les entreprises. Donc, rapidement, on peut aller chercher ces ressources-là. Après, on peut aussi aller du côté universitaire. Je vais faire ma pub, là, si vous permettez. Il faut, mais effectivement, on a le temps pour regarder ce genre de choses. Et puis, généralement, on a des fonds publics pour faire ce genre de choses. Donc, on les utilise pour ça. Et puis, ça permet rapidement en fait, de poser la question. On peut aller se renseigner sur ce que les voisins ont fait, les concurrents ont fait. Parce que même si les entreprises sont concurrentes, généralement, elles échangent beaucoup sur leur processus, sur la façon dont elles ont mis tel outil ou tel autre outil, puis des gains. C'est ça, se renseigner beaucoup sur ce qui se passe, aller à des événements. Il y a souvent des forums sur l'innovation, des forums sur la transformation numérique. Donc, je dirais c'est ça, c'est garder cet esprit, se cultiver, même si je sais que c'est pas facile. Dans une PME, on est souvent pris par le day-to-day, là, pour les étapes qui sont à faire jour après jour. Mais il faut quand même prendre le temps d'aller continuer de s'informer, de savoir ce que les autres font, de voir comment ils l'ont fait pour savoir effectivement quel gain on peut avoir. Donc, c'est ça. Je dirais globalement, il faut aller chercher l'information, il faut aller poser la question. Puis généralement, là, je ne veux pas faire une pluie d'abréviations, là, mais on a parlé des CEI, du SNIMI. Ça peut être du côté, comme de ton côté, c'est la Polytechnique. Mais l'avantage aussi que moi j'entrevois avec ces ressources-là, c'est qu'on est tous neutres.
On n'est pas là pour vendre quelque chose, on est là pour aider, pour accompagner. Fait que, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu entrevois par rapport à cette facette-là. Ouais, non, c'est ça. C'est effectivement à ça que je pensais. C'est la neutralité, en fait, de toutes ces personnes-là que j'ai citées avant. Il n'y a pas d'intérêt, en fait, à vendre une solution plus qu'une autre. Effectivement, bon, c'est sûr que si on a le choix, on préfère proposer des solutions québécoises là, à compétences égales et puis à coût égal. C'est effectivement ce qu'on aura tendance à conseiller. Mais sinon, globalement, on est libre. Il n'y a personne qui nous a proposé quelque chose si on proposait plus leur solution. Donc, effectivement, on est relativement neutre. Puis, j'aime à croire que les centres d'expertise aussi, à travers le Québec, sont neutres, que tous les organismes parapublics sont neutres. Donc, c'est effectivement ce que j'ai tendance à penser. Puis, j'aime à le croire. On aime tous le croire. Dans un peu la même lignée, mais en bifurquant un peu, on sait qu'au Québec, tu l'as dit, il y a énormément de fonds disponibles. Il y a du financement, il y a de l'argent. Est-ce que les programmes de financement disponibles incitent les PME à prendre la bonne démarche? Je tiens à souligner, avant que tu répondes, ne t'inquiète pas, Pierre Fitzgibbon n'écoute pas ce podcast. Peut-être, on sait pas. Peut-être. Il finance quand même une grosse partie de mes recherches. Mais puis c'est tout de la bonne argent. C'est pas la question n'est pas là. C'est pour une entreprise PME qui n'a peut-être pas le temps de regarder tout ce qui est à sa disponibilité. Est-ce que ça l'incite à la bonne démarche? Tu sais? Mais déjà, je saluerais quand même l'effort de mettre en place ce genre de financement. Je pense que c'est pas facile pour les gens qui sont dans les ministères de dire comment est-ce qu'on est capable d'aider nos PME. Je pense que déjà avoir les centres d'expertise, ces organismes parapublics, là je les citerai pas, mais il y en a plein qui sont à travers le territoire. Déjà, c'est une bonne chose parce que ça permet de mailler quand même bien le territoire et d'aider les entreprises. Après, effectivement, sur le mode de financement, je ne sais pas si je suis bien placé pour en parler ou le mieux placé pour en parler. Souvent, ces programmes-là vont financer de l'achat d'équipements. Ils vont aider pour aller chercher, par exemple, je pense à un moment, l'audit numérique. Effectivement, c'est ça. On avait des aides pour aller chercher ce genre de choses. Donc, je suis plus convaincu, on va dire, par financer des audits que par l'achat d'équipements. Mais peut-être qu'après, c'est ma vision qui est trop, on va dire, idéaliste. mais effectivement, peut-être que l'accompagnement, et en tout cas tout ce qui finance l'accompagnement est plus important, je pense, que tout ce qui finance l'achat d'équipements en tant que tel. Oui, parce que je mets en situation des situations que j'ai vécues. Une entreprise qui ne s'était pas vraiment posé la question, mais avait vu un programme de financement pour l'achat d'un ERP passer. Ils ont appliqué, ils l'ont eu. Ils se sont dit, on a besoin d'un ERP. Je pense que c'est plus dans de ce point de vue-là, c'est difficile de dire que l'entreprise avait réfléchi à son besoin. Elle avait juste vu l'argent passer. Puis ça, c'est potentiellement aussi une erreur de culture d'entreprise à l'interne. Puis tu l'as bien dit, on est chanceux au Québec de l'argent qu'on a disponible pour aider les entreprises. Parce que quand tu es rendu à ce point-là, ça peut faire une grosse différence sur ton projet, que ce soit, oui, l'acquisition, mais l'accompagnement que tu peux aller chercher à l'externe grâce à des subventions de la sorte. Mais des fois, j'ai l'impression, tu sais, là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des PME qui ont potentiellement une mauvaise culture ou n'ont pas encore établi leur stratégie pour être capable de prendre des décisions orientées? Est-ce qu'ils vont se faire influencer par ce bassin d'argent-là qu'on a ici? Alors, je vais te faire une réponse encore ambivalente. J'aime à croire qu'on puisse aller chercher de l'argent pour acquérir des solutions. Ça c'est très bien aussi parce que, comme on le disait au début, la PME, parfois, elle a peut-être une santé qui est peut-être plus fragile qu'un grand groupe. Aller investir 15, 20, 30, 40, 50 000 $ dans une technologie, ça peut être quelque chose qui est très lourd pour une PME. Donc, avoir cet argent-là disponible, c'est très bien. Mais il faut encore une fois que ça fasse partie d'une grande stratégie qui est pourquoi est-ce qu'on va aller chercher cette technologie-là? Pourquoi est-ce qu'on va investir dans cette technologie-là? Si avant, on a eu de l'accompagnement, qu'on a pu définir la stratégie, qu'on a pu mettre tout ça en place, moi je trouve ça génial. Donc, conserver les deux, être capable d'investir dans l'accompagnement, être capable d'investir dans les technologies, c'est une bonne chose. Faut juste pas que les gens se trompent en disant j'ai de l'argent disponible, je vais acheter cette technologie parce que ça a l'air cool. Non, la technologie, c'est pas juste cool. En plus,
j'ai un scoop pour vous. Là. Quand vous avez de la technologie, vous y passez beaucoup de temps pour essayer de la comprendre et de l'implanter, et puis d'en tirer un maximum de profit. Donc, du coup, vous allez investir du temps en plus. Donc, ce n'est pas juste de l'argent, il y a aussi beaucoup de temps à mettre derrière. Donc, tu espères que l'investissement de temps est pour une de tes problématiques et non juste parce que la technologie est à ta disposition. Et du coup, je reviens à ce qu'on disait au tout début. Effectivement, ça va être le plus important, la stratégie, bien plus que la technologie en soi. La technologie, c'est l'outil. Puis la question, c'est comment est-ce qu'on sert de cet outil-là. J'ai rencontré un entrepreneur aussi qui avait une phrase vraiment formidable là, par rapport à ça. Quand tu disais, il faut prendre le temps de la faire fonctionner, la technologie, de la mettre en place, mais aussi de s'y adapter. C'est un entrepreneur qui m'a partagé, là, qui disait, moi, je veux prendre le temps parce que je veux que mes employés s'approprient la technologie puis qu'ils aient le temps de s'adapter. Je veux pas leur rentrer ça dans la gorge. Fait que, tu sais, il faut pas négliger ce temps-là non plus. Puis des fois, on dirait que c'est plus difficile à évaluer ou à quantifier. Fait que, donc, on met du temps dessus puis on compte pas le temps qu'on met. Au final, ça coûte quand même encore plus cher. Dans les grosses histoires d'horreur, là, c'est acheter une technologie, penser qu'on va la mettre en place facilement puis que tout va fonctionner. Puis après, derrière, on s'aperçoit que il faut former les gens sur cette technologie, que la technologie ne fait pas tout ce qu'on voudrait parce qu'il faut la paramétrer, il faut la configurer et puis ensuite, il faut la maintenir dans le temps. Ouais. Et puis c'est ça souvent qu'on oublie, c'est que ce n'est pas un one-shot, là, c'est une implication sur la durée. Et donc, c'est là où, effectivement, il faut bien s'entourer. On n'a pas forcément les compétences à l'interne. Il faut aller les acquérir. Il faut avoir les bonnes personnes qui vont être capables de gérer cette technologie, de la mettre en place, de la développer, de continuer à la mettre dans la stratégie future de l'entreprise. Donc, je dirais que c'est la grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est penser que la technologie va résoudre le problème. Exact. Puis là, cette étude-là, elle date un peu de 2020, mais l'étude démontrait qu'il y avait un taux de 70% d'échecs dans les projets technologiques. Est-ce qu'avec tes expériences terrain, tu dirais que c'est quand même, je cherche le mot en français, mais accurate, de dire à ce taux-là, là, c'est sûr que ça fait 4 ans de ça, maintenant on est plus au courant, on fait peut-être plus attention, mais est-ce que c'est quand même représentatif, le risque d'échec quand on fait une intégration technologique? Alors, si je me base sur mon expérience, je peux te dire que non, parce que toutes celles que j'accompagne ont réussi. Donc, le facteur de succès, c'est Christophe. On va rajouter ça au préalable identifié dans la littérature. Appelez Christophe Danjou. Non, mais effectivement, on a entendu beaucoup d'histoires d'horreur d'entreprises qui avaient collecté des terras de données, puis qui arrivaient, puis ils disaient, mais en fait, je peux rien en faire. Ça c'était vraiment le truc le plus terrible qu'on a entendu, où on arrive, puis on dit, désolé, mais les 10 terras de données, là, vous les prenez, puis vous jetez tout, parce qu'on ne sait même pas ce qu'on a enregistré. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment les pires histoires, là, je dirais, de ce qui peut arriver. À l'inverse, parfois, on arrive, puis on a des bonnes surprises, on retrouve des données qui ont été enregistrées, et ça va nous aider. Alors, il faut qu'on aille chercher dans 3-4 systèmes différents pour trouver l'aléa de production, ce qui s'est passé à ce moment-là, les ordres de fabrication, puis on a les données. Mais effectivement, le mapping va nous permettre rapidement de trouver ce qui s'est passé. Donc, oui, je peux croire qu'il y a effectivement des projets où il y a des échecs. Puis ça, c'est dommage. Mais probablement que ça avait été mal préparé. Ça a été mal accompagné. Donc, c'est ça. Le message que j'enverrai à tous ceux qui ont eu des échecs, c'est qu'il faut recommencer. Mais il faut recommencer probablement plus accompagné, plus préparé. Et puis normalement, si vous cherchez à résoudre un problème très particulier, il faut aller chercher les bonnes technologies, il faut aller chercher les bonnes façons de faire, puis vous résoudrez ce problème-là. C'est du génie industriel. Puis sur ce, je vais nous faire de la propre pub. Sinon, abonnez-vous au Gym numérique. On vient couvrir toutes les étapes préalables pour justement augmenter ses chances de réussite de la transformation numérique. Sur cette belle publicité pour le Gym numérique, on va prendre une dernière petite pause. On vous revient rapidement. Ce balado est présenté par le Centre national intégré du manufacturier intelligent qui vous souhaite une bonne écoute. Donc, nous sommes de retour pour la dernière partie. Puis, on va revenir peut-être sur un sujet qu'on parlait juste avant. Là, on parlait du 70% d'échecs, on parlait du 30% de succès. Pour avoir un succès, c'est quoi les outils que tu prioriserais? C'est quoi que tu mettrais en place en premier?
T'as pas suivi ce que j'ai dit depuis le début. Accompagnement. Non, mais des fois, j'ai de la misère à suivre. Là. C'est l'âge. Faut répéter. C'est l'âge. Faut répéter. Je suis comme un enfant. C'est ça. Bien définir ses objectifs, bien savoir où on en est, et puis ensuite être capable de se faire accompagner pour tracer cette route-là. Transformation numérique, là, quand on en parlait en 2011, on parlait de 10 groupes technologiques différents. Il n'y a aucun expert qui est capable de maîtriser les 10. Là. Si vous me trouvez quelqu'un qui dit « je maîtrise les 10 », je veux le rencontrer. Puis quand tu veux dire 10 groupes, tu veux dire quoi pour quelqu'un qui nous écoute? Je pense notamment à tout ce qui va être jumeaux numériques, IoT. 10 groupes de technologies qui ont apparu dans le lien de la transformation. C'est là où, en tout cas, qui sont devenus plus abordables et plus disponibles. Effectivement, depuis 2011, on se base sur cette technologie pour parler du numérique et de la connectivité. Donc, il n'y a personne qui est expert des 10 technologies. Donc, effectivement, bien s'accompagner, ça, c'est important. Donc, on le disait tout à l'heure, il y a les organismes parapublics, il y a les CEI. Et peut-être, je pourrais rajouter, si vous me permettez, le réseau SDG qu'on a créé au travers le Québec, effectivement, peut être une option aussi. C'est quoi? SDG? Ah oui, pardon. Donc, c'est le réseau. Alors, on a un bel acronyme en français, mais je ne me rappelle jamais. Mais en anglais, c'est Smart Digital Green Innovation. Donc, effectivement, on a créé un réseau au travers du Québec avec 8 universités. Puis, ça va s'agrandir dans les prochains mois. On a-tu un scoop? Ça va s'agrandir dans les prochains mois, c'est ça le scoop. C'est ça le scoop. OK. Un gars s'essaye, là. C'est ça, mais l'avantage, c'est que ce réseau est réparti à travers le Québec, donc dans différentes universités. Puis, on a accès à toutes les expertises des différents professeurs, des différents chercheurs à travers le Québec, parce que, comme je disais, maîtriser 10 technologies, c'est absolument impossible. Donc, en se réunissant ensemble, on est capable d'aller chercher beaucoup plus de diversité. On est capable de travailler en collaboration pour aller explorer des nouvelles pistes. Par exemple, je ne sais pas si l'entreprise se pose une question sur telle technologie, ou est-ce que ça s'appliquerait mieux dans son entreprise, ou est-ce que ce serait un bon coup à faire. On peut les accompagner à ce niveau-là. En plus, on peut même dépêcher des étudiants directement dans leurs effectifs. Là. Je pense que vous avez probablement dû en bénéficier à travers des modes de financement style Mitax ou autres, où pour une somme assez faible, au final, on peut avoir des ingénieurs qui se déplacent dans l'entreprise. Donc, ça peut être des très bonnes choses. Là. Donc, je dirais que c'est une option à considérer. Là. Je fais ma publicité en même temps. Mais il y a plein d'options, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein d'options. Pour l'accompagnement, tu veux dire. Pour l'accompagnement, oui. Puis il faut vraiment que nos dirigeants de PME là, y aillent et puis n'hésitent pas à venir taper aux portes. Il n'y a jamais personne de méchant, là. On les connaît. Puis c'est tous des gens gentils. Mm-hmm. Puis on le dit aussi dans un autre de nos balados, cogner aux portes, c'est jamais une erreur. Même si tu ne cognes pas à la bonne porte, cette personne-là va sûrement t'orienter vers la porte qui était pour toi. T'sais. Donc, prendre la chance de cogner pour aller se faire accompagner ou poser des questions à quelqu'un qui a peut-être plus d'expertise que soi, c'est tout le temps une bonne décision en réalité. Là. C'est ça. Il y a pas de... Parler à quelqu'un, là, ça fait jamais mal. Donc, du coup, effectivement, je dirais qu'aller se renseigner, aller voir dans les événements qui existent. Là, tout à l'heure, on parlait des forums, des choses comme ça. Il faut vraiment que les gens y aillent, qu'ils découvrent, puis qu'ils se renseignent. Puis qu'ils s'abonnent au gym numérique. Effectivement. Ou qui me follow sur LinkedIn aussi. Ah oui. Il y en aura eu de la publicité aujourd'hui dans ce balado. Bon. On approche la fin du podcast, puis on prend tout le temps le temps de poser 2 mêmes questions à notre invité. La première, puis j'ai l'impression qu'on va se répéter, mais comme on l'a dit, répéter, c'est tout le temps une bonne chose parce qu'on dirait que ça nous rentre plus dans la tête. Y a-t-il quelque chose de particulier que tu aimerais partager aux entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, qui désirent entamer leur transformation numérique? Il y a 2 choses. Non, c'est juste une. Juste une? Non, c'est correct. Il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit tout de suite. Le premier, c'est allez-y. Il faut pas hésiter à y aller. Quand le train sera passé, j'ai presque envie de dire, il sera trop tard. Alors, le train est là. Le train est là. Il est en gare et même déjà sur le départ presque. Donc effectivement, allez-y, n'hésitez pas à y aller. Il faut aller se renseigner, il faut savoir de quoi on parle et ce que les dirigeants de PME peuvent faire. C'est vraiment ça, pour moi, le point essentiel. C'est qu'il ne faut pas rater le moment, puis c'est maintenant. Donc allez vous renseigner.
rapprochez-vous d'organismes publics, des CEI, etc. Le territoire est bien maillé. Et puis, je pense que si on va soit sur votre page, probablement, mais aussi sur le site du MEIE, on a des informations sur ça. Quels sont les acteurs à privilégier? Oui. Et ça, ce sont des acteurs, on va dire, officiels qui existent sur la carte au Québec. Là. Et puis, le deuxième point, c'est il faut juste définir l'endroit où vous voulez être, savoir où vous êtes, et puis ensuite tracer votre route. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Le plus compliqué, c'est après de choisir la route, de où est-ce qu'on va faire des escales, par quelle technologie on va passer, où est-ce qu'on veut aller. Ça va être le plus compliqué. Mais définir où on veut aller, ça, aujourd'hui, toutes les PME le font. Elles ont un modèle d'affaires, puis à ça, vous veulent être dans 10, 15 ou 20 ans. Puis le point de départ, ça, on peut les aider là, à trouver qu'est-ce qui se passe bien dans l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, parce que voilà, si on veut aller là, il va falloir avoir tel prérequis dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, on va tracer le chemin avec eux. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Et ils peuvent pas se tromper s'ils font des petits investissements, s'ils y vont doucement, qu'ils y vont progressivement, ça va y aller. Oui, c'est ça, je m'en ai dire, tu l'avais dit au début, mais des petites étapes, des petits pas valent mieux qu'aucun pas. C'est ça. Tout simplement, on peut juste déjà commencer par analyser les processus puis dire, voilà, c'est sur telle partie où j'ai des problèmes, sur telle partie où je voudrais travailler. Puis déjà, juste ça nous aide parce que quand on arrive, on est capable de faire des diagnostics, on va être capable de comprendre ce qui se passe. Et là, on va pouvoir dire, OK, si vous voulez avoir ce genre de choses, ça va être un coup en 1 bande, 2 bandes, 3 bandes, là, pour ceux qui jouent au billard. Effectivement, c'est comme ça qu'on les aide, en fait. On va leur dire, voici les étapes à suivre. Alors, des fois, il y a des étapes qui seront un peu plus longues que d'autres. Le chemin, c'est peut-être plus ou moins sinueux. Mais à la fin, on arrive généralement à destination. Oui, peu importe le chemin que tu prends, en fait. Puis j'aime bien le deuxième point que tu as amené parce que c'est un peu un point que je valorise beaucoup, là, de dire de faire des petits pas. Puis souvent, on va parler de quick win ou de choses comme ça. Puis l'argument qui est souvent contre, c'est de dire, on peut faire des quick wins, mais un tas de petits projets, ça ne donne rien. Là, ton deuxième point, c'est vraiment, trouve-toi une destination. Mais là, si tu fais un paquet de petits pas qui vont dans le sens de ta vision, de où tu veux aller, mais même à ce moment-là... Même s'il y a quelques détours. Même s'il y a toujours des détours, il en faut, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Mais tu sais, c'est de ne pas se dire, faut absolument faire un gros projet. Là, si on a un sens, si on a une direction, puis c'est ça que tu as amené comme point, c'est là qu'on va gagner. Là. Fait que tu sais, c'est ça, je voulais faire du millage là-dessus. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est parfait. Donc, en résumé, allez-y, lancez-vous, puis prenez le temps de savoir c'est quoi votre point de départ, mais surtout la destination, puis de faire votre chemin, peu importe dans la chronologie, que ce soit de revenir un peu sur ses pas pour repartir plus fort, il n'y en a pas de problème, tant que tu es en train d'avancer réellement. C'est ça, même ceux qui ont connu des échecs dans le passé, là, il faut y retourner. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, vous avez compris, pas le choix. Mais c'est vrai, il faut avoir appris de ces erreurs-là, puis être capable de rebâtir quelque chose de plus solide de cet échec-là, puis quand même oser réavancer. T'sais. C'est pas mal la définition de la maturité, ça. Au final, au lieu d'un score, d'être capable de capitaliser sur ses erreurs puis de continuer à aller dans la direction qu'on s'est fixée. En tout cas, moi, j'aime mieux ça qu'un score. Good. Notre deuxième question qu'on aime poser pour clore le podcast aujourd'hui, c'est durant les discussions qu'on a eues aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de notre conversation? Wow, vaste question. Qu'est-ce que tu retiens le plus? Je pense que c'est le message d'espoir. C'est vraiment ça que je veux continuer à envoyer. Là. C'est qu'on a un terrain industriel qui est magnifique. Au Québec, on a plein de PME qui sont partout, qui sont cachées parfois dans presque des garages, derrière des maisons. et je trouve ça génial parce que du coup, ça montre la créativité, ça montre l'inventivité. On a ce côté un peu entrepreneurial, être capable d'aller développer des nouvelles choses. Puis j'aime ça parce que on découvre tous les jours des modèles d'affaires différents, on découvre des choses différentes. Puis ça qui fait la force, c'est qu'on peut s'inspirer de ce que les autres ont fait, puis on peut l'améliorer. C'est-à-dire qu'en fait, l'état d'esprit est déjà là, la façon de penser est déjà là. Et ça, j'aime ça parce que pour moi, c'est un vrai message d'espoir de dire les gens sont déjà capables d'inventer, d'innover.
Et donc, ça me plaît. Ah, génial. Je pense que d'avoir ce message d'espoir-là vient vraiment bien clore ce balado. Donc, on voulait prendre le temps de dire merci pour ta participation. Les échanges qu'on a eus aujourd'hui sont enrichissants. Il y a des points qu'on a répétés à maintes reprises, mais je pense que c'est des points cruciaux pour augmenter le succès de la transformation numérique dans les PME du Québec. Donc, merci vraiment de ta présence. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Puis, on vous dit aussi au revoir à vous à la maison ou en auto qui nous écoutez. Donc, merci beaucoup de nous écouter. Abonnez-vous à notre chaîne, le Gym numérique, et puis partagez en grand nombre pour que cette information-là puisse être multipliée à travers les entreprises du Québec. À bientôt.